Bonjour, on aborde aujourd'hui un événement assez incroyable, il faut le dire. Un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui passe les portes d'une prison. Oui, bonjour. C'était ce mardi, le 21 octobre 2025. Nicolas Sarkozy est entré à la prison de la Santé à Paris. C'est du jamais vu en France. Absolument sans précédent sous la Ve République. Et ça pose évidemment énormément de questions. Tout à fait. C'est un symbole extrêmement fort. Ça va bien au-delà de la simple affaire judiciaire. Ça touche à l'image même de la présidence, au rapport entre justice et pouvoir. C'est exactement ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble, comprendre un peu les dessous de cette incarcération, comment ça se passe concrètement, dans quelles conditions il est détenu, et puis bien sûr les réactions, le bruit médiatique politique. Voilà. Et pour faire ça, on s'appuie sur les infos qui circulent, notamment les reportages, les interviews qu'on a pu voir sur TF1 Info. Ça nous donne pas mal de matière, des faits et puis des points de vue différents aussi. Alors allons-y. Ce matin donc, un peu avant 10 heures, Nicolas Sarkozy quitte son domicile dans le 16e à Paris. Il y avait beaucoup de caméras, forcément. Ah oui, les images ont tourné en boucle, on l'a vu sortir, il tenait la main de sa femme, Carla Bruni Sarkozy, il a salué rapidement les gens qui étaient là pour le soutenir. Il y avait comme un mélange de gravité, mais aussi peut-être de défi dans son attitude. Un départ très très médiatisé, c'est clair. Et ensuite, direction la santé. Et là, on sait que des mesures très particulières ont été prises. Oui, l'administration pénitentiaire parle de raisons de sécurité, et la mesure la plus forte, c'est son placement immédiat au quartier d'isolement. Isolement total, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il n'aura, en principe, aucun contact avec les autres détenus. Zéro. Ses seules interactions au quotidien, ce sera avec les surveillants. D'accord. Et on a une idée de la cellule? TF1 Info a relayé des images d'une visite parlementaire récente. Oui, ça donne une idée. On parle d'environ 9 mètres carrés. C'est la taille standard pour une cellule individuelle dans une prison moderne, mais c'est quand même petit. Et l'équipement à l'intérieur? Alors, il y a le basique. Lit, bureau, une télé, mais aussi, et c'est intéressant, une plaque de cuisson et un frigo, ce qui suggère une certaine autonomie, même en isolement. Et autre point important qui a été rapporté, un téléphone fixe dans la cellule. Oui, ça c'est notable. Pour appeler ses proches, ses avocats, apparemment sans limite de durée stricte, ce qui est une dérogation par rapport au régime commun. Pourquoi cet isolement si strict alors? Juste la sécurité. C'est la raison officielle principale, oui. Protéger une personnalité comme lui d'éventuelles agressions ou même juste de provocations, c'est une évidence. Mais il y a aussi un aspect pratique pour l'administration, hein. C'est-à-dire? Gérer la détention d'une seule personne isolée, contrôler ses déplacements, ses contacts, c'est beaucoup plus simple que de l'intégrer dans la détention classique. La surveillance est facilitée en quelque sorte. Et le fameux choc carcéral, on en parle souvent. Est-ce que l'isolement aide ou pas? C'est paradoxal. L'isolement est très dur psychologiquement, c'est connu, mais certains experts, relayés par TF1, pensent que ça permet une surveillance plus rapprochée, un suivi plus individualisé, donc potentiellement une meilleure prise en charge si ce choc survient. C'est un débat. Et pour sortir un peu de la cellule, il a droit à quoi? Alors, chaque déplacement, c'est sous escorte. Un ou deux surveillants, pour aller par exemple dans une petite bibliothèque réservée ou une salle de sport, et puis il a droit à sa promenade quotidienne. 1 heure, c'est ça. Oui, 1 heure par jour, mais seul, dans une petite cour dédiée d'une trentaine de mètres carrés. Tout est très contrôlé. Et les visites, les parloirs. 3 parloirs par semaine, 30 minutes chacun. C'est très encadré aussi. On voit bien le dispositif. Sécurité maximale, droit minimum respecté, mais un régime clairement à part. Nicolas Sarkozy, lui, avait dit dans la presse juste avant des phrases assez fortes. Je n'ai pas peur de la prison, je garderai la tête haute, je ne demande aucun privilège. Oui, une communication très étudiée pour maîtriser son image, projeter une certaine dignité face à l'épreuve, contrer l'humiliation potentielle de l'incarcération. C'est politique, même là. Et il a emmené des objets personnels, on l'a appris. Des photos de famille et puis 3 livres. Assez symboliques. Ah oui, lesquels? Une biographie de Jésus et les 2 tomes du Comte de Monte Cristo. Ah, Monte Cristo, ouais. Ben voilà, le symbole est transparent, là. L'histoire de l'emprisonnement injuste, de la résilience et de la vengeance future. Le message est clair. Il se voit comme une victime et il n'a pas dit son dernier mot. C'est une façon de continuer le combat, même depuis sa cellule. Un combat symbolique qui s'est aussi joué dehors, devant chez lui, avec ses soutiens.
Parlons un peu de ça, de l'ambiance médiatique. Vous voyez, les images de TF1 montraient pas mal de monde ce matin. Apparemment, ses fils avaient lancé un appel sur les réseaux. Il y avait des applaudissements, des cris de soutien. On a vu des pancartes aussi. Je soutiens Nicolas Sarkozy, et même le slogan de 2012, La France forte. Et quelques personnalités politiques étaient là, comme Henri Gagnon, son ancienne plume. Oui, c'était visiblement important pour eux d'être là. Les journalistes ont recueilli des témoignages de partisans. C'était souvent beaucoup d'émotions. Moment difficile, il assume mais il subit une injustice. Et cette phrase qui revient, on n'est pas contre la justice, mais le mettre en prison, ça nous touche. Exactement. C'est cette dissociation qui est intéressante. Respect de l'institution, mais rejette cette décision précise. C'est assez révélateur de l'état d'esprit de ses sympathisants. Et lui-même, juste avant de partir, il a posté un message sur les réseaux sociaux. Très fort aussi. Oui, ce n'est pas un ancien président, c'est un innocent. Il martèle cette ligne, l'injustice, l'innocence. Il refuse tout statut particulier, mais revendique son innocence. C'est ça qui est frappant, cette double scène permanente. D'un côté, la justice qui suit son cours, l'exécution d'une peine. De l'autre, une com politique très offensive pour imposer une autre lecture. Tout à fait. Une bataille de récits, en fait. L'image de l'entrée en prison est tellement puissante qu'il fallait absolument pour son camp essayer d'en maîtriser le sens, ou au moins de le brouiller. Et sur le plan judiciaire pur, ça continue de suite. Ses avocats n'ont pas perdu de temps. Non, dès son incarcération, ils ont déposé une demande de remise en liberté. C'est la procédure normale attendue. Et ça peut prendre combien de temps, ça? La chambre de m'instruction a 2 mois maximum pour statuer. Les avocats eux-mêmes, d'après TF1, estiment qu'il restera sans doute détenu au moins 3 semaines. Le temps d'instruire la demande. Et aussi, ils y vont fort dans leurs déclarations. Injustice épouvantable, grave injustice, une honte. Oui, la ligne de défense est claire. Contestation totale sur le fond et contestation de la nécessité de l'incarcération. On est vraiment sur 2 fronts. Le juridique immédiat et le front médiatico-politique pour maintenir la pression. Justement, la politique. TF1 Info a interrogé Renaud Muselier, président de Région PACA, Renaissance, mais qui vient de la droite RPR. Quelle est son analyse? Alors, lui, il est assez nuancé, c'est intéressant. D'abord, il dit bien « Je ne juge pas la décision de justice. Respect de l'institution. » Mais il ajoute que cette incarcération n'était pas légitime et qu'on aurait pu l'éviter. Ah oui, Anne avait. Et pourquoi, selon lui? 2 arguments principaux. Primo, Sarkozy a fait appel. Donc, techniquement, il est présumé innocent jusqu'à la décision de la Cour d'appel. L'appel est suspensif. D'accord. Et le deuxième? Secondo, il ne présente aucun risque de fuite, ni de danger pour la procédure. Il a toutes les garanties de représentation. Donc, pour Muselier, l'incarcérer maintenant, ça sert surtout à faire des images chocs. Une décision plus médiatique que nécessaire, en somme. C'est son interprétation, oui. Il pense que c'est disproportionné, vu la situation juridique, appel en cours, et les garanties qu'offre Sarkozy. Muselier qui a aussi signé cette fameuse tribune de soutien dans le Figaro avec d'autres anciens du RPR, les bébés Chirac, comme on les appelait. Oui, Baroin, Jacob, toute cette génération. Et Muselier insiste sur le fait que c'est une déclaration d'amitié. Il dit que ça dépasse les anciennes rivalités. Il rappelle la guerre Chirac-Balladur de 95, où Sarkozy était contre Chirac. C'est vrai, il avait choisi Balladur. Exactement. Et Muselier dit que malgré ces conflits extrêmement violents, il reste un lien de famille politique, un respect. C'est un geste de solidarité assez fort de cette ancienne droite. Un geste phare, mais Muselier précise qu'il n'est pas allé manifester son soutien devant chez Sarkozy le matin même. Oui, il fait la distinction. La manif, c'est pour les militants, les amis proches. Lui, en tant que président de région, il choisit une forme de soutien plutôt écrite, institutionnelle, comme la tribune. Il sépare un peu le rôle politique de l'affect personnel. Dernière chose que Muselier aborde, Chuli, les contacts entre l'exécutif et Sarkozy juste avant. On a parlé d'une réception à l'Élysée, d'une visite annoncée de Gérald Darmanin en prison. Est-ce que ça choque Muselier? Est-ce que ça ressemble à un traitement de faveur? Sa réponse est assez nette. Non, ça ne le choque pas. Pourquoi? Parce que Sarkozy est une personnalité sensible. Sensible, c'est-à-dire? Il explique que il arrivait quelque chose de grave à Sarkozy en prison, une agression, un gros pépin de santé, pire encore, la responsabilité de l'État serait énorme. Le président, le garde des Sceaux, serait directement mis en cause. Ah, je vois l'argument. Donc pour lui, cette attention de l'exécutif, ce n'est pas un privilège, c'est une précaution. C'est l'État qui s'assure que tout est fait pour éviter un malheur, comme il dit.
C'est une question de responsabilité de l'État vis-à-vis d'un ancien président. C'est une manière de justifier cette attention particulière par le statut exceptionnel de la personne et les risques associés pour l'État lui-même. Exactement. Ce n'est pas une faveur à Sarkozy, l'individu, mais une obligation de l'État envers celui qui a occupé la fonction suprême. C'est habile pour contrer les critiques sur l'égalité de traitement. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a donc un événement historique, la première incarcération d'un ex-président, des conditions de détention très spécifiques, l'isolement pour des raisons de sécurité, une médiatisation absolument énorme avec des soutiens visibles et une communication très active de Sarkozy et son camp. Et puis des réactions politiques qui naviguent entre le respect formel de la justice et un sentiment très fort d'injustice ou de non-légitimité de l'incarcération à ce stade chez ses proches. Oui, ce qui ressort vraiment, je trouve, c'est cette tension très forte, presque fondamentale. D'un côté, le principe d'égalité devant la loi. La justice s'applique à tous, même aux anciens présidents. Et de l'autre, le statut quand même hors norme d'un ancien chef d'État. Ça pose des problèmes pratiques, de sécurité, mais ça déclenche aussi des réactions politiques, médiatiques, symboliques, d'une intensité folle. Et la question c'est comment on gère ça? Comment notre système, notre société arrive à concilier les deux? C'est toute la question. Et ça touche directement à la présomption d'innocence. Il est incarcéré alors qu'il a fait appel. Certes, la loi le permet dans certains cas, mais emprisonner une personnalité pareille, présumée innocente, par l'appel, avant la décision finale de la Cour, ça crée forcément un débat, un malaise. Loin de la justice, exécuter une peine, peut-être prévenir un trouble, et le respect des droits de la défense jusqu'au bout. Et la perception qu'en ont les gens est capitale pour la confiance dans l'institution. C'est clair. Cette affaire devient un cas d'école en quelque sorte. Oui, surtout avec une figure aussi connue et clivante. Chaque étape est scrutée, interprétée. Bon, en conclusion, cette exploration des faits et des réactions, basée sur les infos de TF1, montre bien toute la complexité. Le poids de l'histoire, la réalité de la prison, très encadrée, l'émotion des soutiens, les stratégies juridiques et de com, et les questions politiques profondes qui émergent. Et pour aller un peu plus loin, on pourrait se demander quel sera l'impact à long terme. Est-ce que cette affaire va changer durablement la façon dont la justice traite les politiques de haut rang ? Est-ce qu'on va vers une sorte de normalisation judiciaire ou est-ce que ça restera une exception qui montre justement la difficulté d'appliquer une justice ordinaire à des parcours extraordinaires ? Ou encore, une autre question, l'héritage de Nicolas Sarkozy lui-même. Quoi qu'il arrive maintenant, que restera-t-il de cet épisode? Est-ce que cette image de l'entrée en prison va marquer son bilan à jamais? Ou est-ce qu'il arrivera, par sa communication, sa résilience peut-être, à retourner ça en symbole d'une injustice combattue? L'histoire le dira, sans doute. Mais le présent est déjà très, très chargé. Ce sont des questions qui vont nous occuper encore longtemps, je pense. Absolument. Voilà qui termine notre analyse pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.